Si vous découvriez que votre enfant adoptif est un extraterrestre sanguinaire doté de super pouvoirs, que feriez-vous? Ce petit garçon est sur le point de devenir un tueur effroyable, et il vit dans votre maison. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire, et comment battre le Superman maléfique dans Brightburn, l'enfant du mal. Cette famille est sur le point de découvrir que leur enfant est un monstre terrifiant. Cherchant son fils Brandon dans la maison, sa mère Tori, ici présente, fouille toutes les pièces de la maison, mais ne trouve aucune trace de l'enfant. Elle se précipite à l'extérieur pour vérifier leur grange et ne voit toujours pas où se cache son fils. C'est alors qu'elle entre dans une pièce fermée et que l'enfant Brandon saute pour l'effrayer. Tori réprimande son fils en plaisantant, disant qu'il est trop grand pour lui faire des farces. Dehors, le père Kyle lui demande ce qu'il faisait à l'intérieur de la grange, leur disant qu'il est dangereux pour Brandon de s'y rendre seul. Mais il ne se doute pas qu'il va assassiner 6 personnes avant de terroriser le monde. À l'école, cette enseignante leur présente un exposé sur les insectes et les informe que certains appartiennent à la même famille. Elle interroge la classe sur les caractéristiques que les guêpes et les abeilles ne partagent pas, et elle demande à Brandon de répondre. Le garçon répond correctement à la question, et on lui en pose d'autres, mais il parvient à faire ressortir toutes les différences entre les insectes avec une précision parfaite. Cette brute fait une blague à Brandon, et la classe rit avec lui. Mais cette gentille jeune fille lui dit qu'être intelligent est une bonne chose. Ce soir-là, Tori vérifie que son fils est endormi, puis prépare son matériel de peinture, ne réalisant pas que quelque chose de terrifiant est sur le point de se produire. Elle éteint la musique pour se concentrer, quand soudain, Brandon se met à trembler violemment dans son lit. Tori s'en aperçoit depuis l'étage inférieur, mais continue de finir sa peinture. C'est alors qu'elle entend un bruit fort et étrange venant de l'extérieur, et elle va jeter un coup d'œil dehors. Pensant qu'il ne s'agit que de la balançoire, la femme retourne à l'intérieur. Mais soudain, quelque chose passe à côté d'elle. Tori se dirige vers la grange, espérant que ce n'est que Brandon, et elle vérifie la pièce où il s'est caché plus tôt. Mais soudain, elle trouve son fils en train d'arracher violemment le plancher, et elle s'approche en l'appelant par son nom. Il se retourne avec un regard psychotique, mais revient à la réalité en voyant sa mère. Il ne se souvient pas comment il est arrivé là, et Brandon explique qu'il a entendu une voix qui lui a dit de faire ça. Elle réconforte son fils en regardant l'étrange trappe verrouillée, sachant exactement ce qu'il y a dessous. La mère remet Brandon dans sa chambre avant que le père ne monte à l'étage pour demander ce qui s'est passé. Tori explique qu'il a juste eu une crise de somnambulisme en bas, et elle prétend que tout va bien. Ok, ces 2 parents adoptifs ont fait une terrible erreur. Alors qu'ils essayaient de concevoir un enfant, un mystérieux objet rougeoyant s'est écrasé dans leur grange. Et malgré ce qu'ils ont vu, ils ont quand même décidé de le garder. Quel que soit l'objet non identifié, il provoque maintenant chez leur fils adoptif des crises de psychose au milieu de la nuit, ainsi que du somnambulisme. Ils doivent faire quelque chose, et vite, s'ils veulent réparer leurs erreurs et sauver leur vie. Si c'était moi, la première chose que je ferais serait d'emmener mon fils voir un spécialiste du sommeil. Le problème ici, c'est que ses parents n'ont pas encore assez d'informations pour paniquer vraiment et prendre des mesures contre l'étrange objet rougeoyant qui se trouve dans leur grange. Bien qu'en réalité, un objet rougeoyant tombant du ciel sur ma ferme m'aurait amplement suffi pour appeler les autorités. Cependant, ces gens ont vécu des années sans que l'objet non identifié ne perturbe leur vie paisible, et ils ne veulent pas tout gâcher à cause du petit accident de somnambulisme que leur fils a eu. La seule chose, c'est que les mots énigmatiques qu'ils prononcent en essayant d'ouvrir la trappe de la grange ne sont pas normaux, et que consulter un spécialiste du sommeil aurait révélé qu'il n'était pas du tout somnambule. Les spécialistes du sommeil peuvent surveiller l'activité cérébrale pendant le sommeil, en reliant les patients à des électroencéphalogrammes, ou EEG. Tout type d'activité cérébrale que le thérapeute recueillerait alors auprès de cet enfant aurait révélé qu'il n'a pas du tout un cerveau normal. Bien que ses parents le sachent probablement déjà, ils ne savent pas à quel point leur fils adoptif est réellement différent. Et en se le faisant expliquer par un professionnel de la santé, il pourrait avoir un putain d'électrochoc. Le plus grand problème ici, c'est que ses parents risquent de ne rien faire, même s'ils savent de quoi leur fils adoptif est capable. Ils l'aiment et veulent voir ce qu'il y a de mieux en lui. Mais leur amour les aveugle et les empêche de voir les dangers qui les guettent. L'autre problème, c'est que n'importe quel médecin aurait été traumatisé par ce qu'il aurait vu dans ce scanner EEG. Mais il ne pourrait rien y faire en raison du secret médical. Ça signifie que les parents devraient aussi se débarrasser de l'objet non identifié dans la grange. Ça n'a absolument aucun sens que ces personnes gardent l'objet dans la grange. Il est apparemment lié à leur fils, et en dépit du fait qu'ils ne veulent pas que leur fils leur soit enlevé, ils auraient pu remettre l'objet à la police ou au gouvernement sans leur dire comment il y est lié. De cette façon, quelqu'un aurait pu leur dire à quel point l'objet est dangereux, avant qu'il ne se produise quoi que ce soit d'autre. En plus de ça, le fils adoptif est attiré par l'objet, ce qui est tout sauf une bonne chose. En le retirant des lieux et en le mettant sous clé, ça pourrait empêcher les transformations qui sont sur le point de se produire quand il entrera finalement en contact avec lui. Le lendemain matin, Kyle apprend à son fils à travailler le bois. Il lui offre un bonbon, et ça lui rappelle qu'à l'époque où le petit était plus jeune, il lui remontait le moral de la même façon.
C'est alors que Kyle lui dit de s'occuper de la pelouse, pendant qu'il se rend au magasin pour acheter des semences. Brandon entame son prochain travail, mais il a du mal à démarrer la tondeuse à gazon, et il la jette tout à coup à des kilomètres de là. Il s'approche de la tondeuse et regarde la lame qui tourne. Puis, voulant tester ses nouveaux super pouvoirs, il approche sa main et arrête la lame à main nue. Ce soir-là, il joue à des jeux d'arcade avec sa mère et fête son anniversaire avec un grand dîner. Sa tante Mary Lee et son oncle Noah lui apportent un petit gâteau d'anniversaire et lui demandent de faire un vœu. Il souffle la bougie pendant que les autres le félicitent pour ses excellents résultats scolaires. C'est alors qu'il sort un cadeau qui était sous la table et il lui offre un véritable fusil de chasse. Choqué, Kyle l'empêche de l'ouvrir et leur dit qu'il est bien trop jeune pour ça. Brandon exige que son père lui rende le cadeau en tapant du poing sur la table et l'homme lui ordonne de quitter le restaurant. Plus tard dans la soirée, les parents sont choqués par la réaction de Brandon, mais Kyle lui dit qu'ils étaient pareils à son âge. Kyle propose qu'ils partent tous les trois faire du camping et qu'ils fassent l'amour sur le canapé pendant que Brandon dort. Le lendemain matin, ils préparent leur matériel pour le grand voyage et Tori dit à son fils d'apporter une veste à cause du froid, mais il ne répond pas. Inquiet, son père s'approche de l'enfant et le trouve en train de manger une fourchette en métal. Il monte à l'étage et trouve une collection de magazines ainsi que des photos d'entrailles humaines. C'est étrange et ils réalisent tous les deux que leur enfant a besoin d'aide. À l'extérieur, dans la forêt, Kyle fait la conversation avec son fils, lui parlant des filles et du fait de grandir. Cette nuit-là, Tori se réveille, constate que son fils a disparu et sort pour le chercher. Pendant ce temps, la gentille fille de l'école se réveille et constate que son ordinateur portable est allumé et qu'une vieille chanson est en train de passer. Soudain, elle se rend compte que sa fenêtre est restée ouverte et elle appelle sa mère à l'aide quand elle voit son camarade de classe Brandon caché derrière le rideau. C'est terrifiant et sa mère se précipite dans sa chambre. Elle vérifie derrière le rideau mais n'y trouve personne. Pourtant, la jeune fille est certaine qu'il l'observait. Au camping, Tori quitte la tente et elle cherche son fils. Elle marche lentement dans la forêt, se retourne et est prise par surprise par Brandon. Elle lui demande où il était et l'enfant ment, assurant qu'il était juste allé faire pipi. Le lendemain matin, Tori discute avec la prof de son fils de son changement de comportement. On lui dit que c'est juste à cause de la puberté. Et une fois soulagée de ses inquiétudes, la femme va chercher Brandon. Il dessine d'étranges symboles dans son cahier, et dès qu'il s'aperçoit qu'elle le regarde, il les cache. Ce soir-là, Kyle range le fusil de son fils dans son armoire à fusil. Mais juste après, il entend ses poules s'affoler, et il pense qu'un loup s'est faufilé dans sa grange. Il prépare son arme et s'approche prudemment, découvrant son fils en train de fixer les poules. Kyle lui dit qu'il est tard pour être dehors, mais l'enfant ne réagit pas. C'est comme s'il était en transe, mais le garçon redevient normal et retourne se coucher. Tôt le lendemain matin, le père se réveille en entendant ses poules faire du bruit, et il décide de jeter un coup d'œil. Mais il voit quelque chose de terrifiant. Il fait rapidement venir sa femme, et Tori pense que c'est le loup qui a tué leurs poules. Mais son mari pense que c'est Brandon qui a arraché la porte de ses gonds et que c'est lui qui a fait tout ça lui-même. Le jour d'après, la classe du garçon joue à un jeu de confiance, et Brandon est choisi comme le prochain à jouer. Il est attrapé par les autres camarades de classe quand soudain, Kathleen l'évite et laisse tomber le garçon. Le prof lui demande de le relever, mais elle refuse. Elle se souvient qu'il était dans sa chambre la nuit dernière et l'accuse d'être un pervers. Le prof exige qu'elle l'aide à se relever, ou sinon, elle aura une mauvaise note à ce cours. Mais quand Kathleen lui tend la main, le garçon l'attrape et lui brise brutalement les doigts. Ok, ce gamin mange des fourchettes en métal comme si c'était des Cheerios, et il lance des tondeuses à gazon à travers les champs comme s'il était champion olympique de lancer de poids. Même si Brandon arrivait à faire fonctionner la tondeuse à nouveau, il ne pourrait pas dissimuler les dégâts et les cacher à ses parents, ce qui constituerait un signal d'alarme majeur indiquant que quelque chose ne va pas. Les dents humaines sont solides, mais pas assez pour tordre du métal comme ça. Et à moins qu'il ne prenne des stéroïdes légaux, cet enfant n'aurait jamais dû être en mesure de lancer une tondeuse à gazon à une telle distance. Et c'est que le début. Brandon cache des photos d'organes sous son lit, tue des animaux et blesse des petites filles à l'école. Même en mettant de côté l'histoire de l'objet rougeoyant dans la grange, le comportement antisocial de Brandon commence à frôler les signes précurseurs d'un tueur en série. Parmi ces signes, on trouve la torture de petits animaux, l'intelligence, le voyeurisme et du fétichisme bizarre. La puberté peut être difficile, mais regarder les organes internes des gens n'en fait généralement pas partie. Personne d'autre, pas même les policiers ou la conseillère de l'école, n'est en mesure de rassembler toutes les pièces du puzzle, parce que les parents ne révèlent pas tout ce qu'ils savent sur leur fils. Ils devraient s'adresser aux autorités et faire examiner Brandon par quelqu'un qui travaille sur les phénomènes extraterrestres. Mais comme ils ne veulent pas faire ça et risquer de perdre leur enfant, ils devraient envisager d'autres options au lieu de ne rien faire du tout. À ce stade, si les parents veulent s'occuper eux-mêmes de cette affaire, ils doivent comprendre à quoi ils s'exposent exactement. Si c'était moi, j'étudierais Brandon et je commencerais à faire des recherches sur les ovnis, pour voir si je peux trouver d'autres cas similaires à ce qui s'est passé la nuit où l'objet rougeoyant a heurté la grange. En étudiant Brandon, je pourrais commencer à comprendre quelles sont réellement ses capacités, et dans quelle mesure je pourrais contrôler la situation. D'après ce que savent les parents, le garçon a une force surhumaine, et il est souvent pris de crises émotionnelles. C'est pas une combinaison idéale pour les préadolescents qui subissent de nombreux changements émotionnels.
Le fait d'avoir un super pouvoir permet à Brandon d'avoir un contrôle total sur ses parents physiquement, à moins qu'il ne sache comment le calmer. La mère et Brandon ont la meilleure relation qui soit. Les parents devraient donc essayer de trouver des moyens pour qu'elle le calme quand ça se produit. Cependant, ces personnes ne veulent pas marcher sur des œufs pour le reste de leur vie. En faisant des recherches sur la vie extraterrestre sur Terre, elles pourraient voir comment la situation s'est déroulée dans d'autres scénarios à travers le monde. Des tonnes d'ovnis ont été repérés au cours de l'histoire, mais personne n'a pu confirmer lesquels étaient réels et lesquels étaient faux. Dans la situation des parents, ils savaient exactement ce qu'il faut rechercher dans ces histoires afin de trouver des personnes qui ont vécu de véritables observations d'ovnis. Je prendrai alors contact avec ces personnes pour connaître leur histoire et voir comment elles ont géré ce type particulier de rencontre avec un extraterrestre. En discutant des dangers liés à la présence d'un extraterrestre dans leur maison, on peut espérer que ces personnes sortiront enfin de leur déni illusoire de la gravité de la situation et qu'elles prendront conscience de ce qui les attend. Dans le pire des cas, les parents pourraient également apprendre à détenir ou à tuer Brandon auprès des survivants qui ont déjà été confrontés à cette situation. Le garçon est placé en détention pendant que Tori tente d'expliquer à la mère de Kathleen qu'il s'agissait d'un accident. Mais celle-ci est furieuse. Elle insulte Brandon et insiste pour qu'il soit envoyé en prison. Le directeur explique qu'il sera suspendu. Mais la mère n'est pas d'accord avec cette punition. Le policier lui ordonne de se calmer et on l'informe qu'il devra suivre une thérapie avec sa tante. Tori regarde attentivement son fils, sachant que quelque chose de sérieux ne va pas chez lui. C'est alors que la mère de Kathleen insulte les parents et les confronte au fait qu'ils ne sont même pas ses vrais parents. Ils quittent rapidement le bureau pour ramener leur enfant à la maison. Mais au moment de partir, le garçon lance un regard noir à la mère, lui faisant comprendre qu'il a tout entendu. Ce soir-là, Tori révèle ce qui s'est passé quand elle a trouvé Brandon dans la grange et qu'il a essayé d'ouvrir la trappe. Choqué, Kyle lui demande comment il sait ce qu'il y a en dessous et il lui fait remarquer qu'il n'a jamais été blessé ni même contusionné de sa vie. Quoi qu'il en soit, il n'est pas humain et maintenant, il commence à faire du mal à d'autres personnes. Pendant ce temps, Brandon retourne à la trappe. Il saisit les chaînes, tire bruyamment dessus et réussit à casser la serrure juste au moment où Tori aperçoit une lumière rouge provenant de la grange. Tout à coup, l'enfant devient possédé et sa mère le trouve en train de léviter au-dessus du sol et de réciter des phrases démoniaques. Prise de panique, elle court vers son fils alors que la lumière rouge disparaît et l'enfant tombe dans la trappe. Tori s'approche lentement de lui et vérifie une blessure qu'il a à la main, lui assurant que tout ira bien. Brandon demande s'il est vraiment leur fils et il demande à sa mère d'où il vient réellement. Tori révèle qu'elle et son père ont essayé d'avoir un enfant, jusqu'au jour où cet engin s'est écrasé dans leur grange. Et ils ont trouvé Brandon coincé dans cette pièce sous le plancher. Ils l'ont recueilli comme leur propre fils et elle comprend que l'enfant doit être bouleversé par cette nouvelle. Mais il n'en peut plus. Brandon pique une crise et l'accuse de lui avoir menti toute sa vie. Il se précipite dans la maison, casse les meubles et dit qu'il les déteste. Tori révèle à son mari que leur fils a trouvé ce qui se trouvait derrière la trappe verrouillée. Alors que Brandon sort, il comprend que l'étrange phrase démoniaque qu'il a chantée signifie « Prends le monde » et ses yeux deviennent rougeoyants avant de lancer des rayons laser. Plus tard, Kathleen remarque que son ordinateur bug. Elle le ferme et voit Brandon se tenir devant elle. Il lui ordonne de ne pas crier et lui dit qu'il a emmené des fleurs pour elle. Elle insiste pour que le garçon parte, mais Brandon lui révèle qu'il est un enfant spécial et qu'elle est l'une des seules personnes à le savoir pour l'instant. Kathleen pleure, insistant sur le fait que sa mère ne veut pas qu'elle lui parle. Et elle regarde ailleurs avant de se rendre compte que le garçon a disparu. Pendant ce temps, la mère de Kathleen commence à fermer le restaurant pour la nuit et à le nettoyer quand soudain, elle découvre des symboles terrifiants dessinés sur les fenêtres. Soudain, la lumière vacille et elle se dirige vers les néons qui explosent et volent en éclats directement sur son visage. Un éclat de verre lui transperce l'œil et elle est obligée de l'arracher brutalement, ce qui obstrue ainsi sa vision. Elle regarde autour d'elle pour voir qui s'en prend à elle et elle remarque un homme masqué qui l'observe. La femme recule et prend une batte de baseball derrière le comptoir. Elle s'apprête à frapper, donne un coup de batte et s'enfuit rapidement pour sauver sa vie, se précipitant dans la réserve qu'elle ferme à clé. Terrifiée, elle regarde la porte en acier se faire découper par un laser, puis la porte est arrachée de ses gonds. Elle ne peut rien faire pour s'échapper et le gamin masqué vole vers elle, tuant la mère en une fraction de seconde. Ça fait une victime de moins et il en reste 5. Le jour d'après, ses parents discutent du comportement étrange de Brandon, quand celui-ci entre et les salue. Kyle lui dit qu'il sera en retard à l'école, mais l'enfant dit que tout va bien. Pendant ce temps, la police enquête sur ce qui s'est passé au restaurant et se rend rapidement compte qu'il ne s'agissait pas d'un vol. La mère de Kathleen a mystérieusement disparu et la police se demande s'il faut appeler sa fille. C'est alors que le shérif aperçoit quelque chose sur la fenêtre et il souffle dessus, mettant en évidence le symbole BB que Brandon avait écrit la nuit précédente. Ok, ses parents ont toujours su que ce petit garçon venait de l'espace. Non seulement ils l'élèvent comme s'il s'agissait d'un être humain normal, mais ils n'ont jamais parlé aux autorités et ont sûrement dû falsifier des documents pour faire croire qu'il s'agissait d'un véritable enfant humain adopté. Il avait peut-être l'air innocent et docile quand il était bébé, mais ce n'était qu'une question de temps avant que ce moment n'arrive.
Le fait qu'il n'ait jamais vu la moindre égratignure ou coupure pendant toute son enfance aurait dû être un signal d'alarme majeur, indiquant que d'autres capacités spéciales pourraient apparaître plus tard. Les parents ont complètement mal géré la situation, et maintenant, les habitants de cette ville et l'humanité entière vont en payer le prix. Cependant, les parents peuvent encore faire quelque chose pour essayer d'arrêter ce petit garçon avant qu'il ne devienne trop fort ou qu'il ne blesse d'autres personnes. Pour l'instant, le fils adoptif se joue des deux adultes sur le plan intellectuel. Après avoir disjoncté et cassé tous les portraits de famille, il fait un virage à 180 degrés et fait comme si de rien n'était. Et il semble accepter le fait de découvrir que c'est un extraterrestre. Ça a complètement désarmé les parents. Et ils l'ont autorisé à aller à l'école comme si de rien n'était. Mais en réalité, il vient de tuer la mère de la jeune fille à qui il a écrasé la main à l'école la veille. Cette pauvre fille fait les frais des tourments de Brandon. Tout ça parce qu'elle a été gentille avec lui une fois. Si c'était moi, comme Brandon, je lui ferais la même chose et je ferais comme si de rien n'était, tout en commençant à comploter contre le petit garçon. La mère ici a vu son fils léviter au-dessus du vaisseau spatial. Même s'il s'est calmé, les capacités spéciales de Brandon s'accumulent et il deviendra de plus en plus imbattable avec le temps. Il apprendra non seulement à connaître l'étendue de ses capacités, mais aussi à les utiliser, ce qui le rendra de plus en plus dangereux lors de ses crises émotionnelles. La bonne nouvelle, c'est que quand le petit garçon a lévité, la femme a également vu son fils se blesser pour la première fois depuis qu'ils l'ont trouvé. En retombant au sol, il s'est écorché la main sur son vaisseau et a saigné. Plutôt que de laisser le vaisseau spatial à la disposition du petit garçon, je le démonterai et je l'utiliserai pour fabriquer des armes afin de tuer Brandon s'il pousse son comportement violent plus loin. Brandon n'est pas blessé par les objets terrestres parce qu'il n'est pas de cette terre, mais le vaisseau spatial ne l'est pas non plus. C'est pourquoi il leur est utile. Le métal lui-même provient d'une autre planète, et les parents doivent donc veiller à l'utiliser avec précaution. Ils pourraient en utiliser une partie pour construire une cage dans laquelle Brandon serait enfermé. Mais rien ne garantit que ça le retiendra. Et le vaisseau n'est utile que quand il est utilisé comme objet tranchant. Ça signifie que le meilleur plan d'action est donc de prendre un morceau du vaisseau et de le tuer dans son sommeil en dernier recours. C'est une option extrêmement violente et brutale, mais le petit garçon devient incontrôlable, et ils sont sur le point de découvrir jusqu'où il est déjà allé. La tante de Brandon entame sa première séance de conseil avec lui, et elle lui demande comment il se sent après avoir appris son adoption. Le garçon répond qu'il se sent spécial, et qu'il sait qu'il a quelque chose que les autres enfants n'ont pas. C'est une réaction étrange, et elle lui demande s'il se sent mal d'avoir cassé la main de Kathleen. Mais le garçon répond que parfois, les mauvaises choses arrivent pour une bonne raison. Choquée, sa tante dit à Brandon qu'il doit montrer des signes de remords comme signe de progrès, et qu'elle ne peut pas le ménager juste parce qu'ils sont de la même famille. Elle va donc devoir parler au shérif le lendemain et lui dire tout ce qu'elle a constaté, ce qui rend l'enfant furieux. Ce soir-là, le père, l'oncle et un autre ami discutent de ce qui s'est passé avec Brandon, et le père stressé insiste sur le fait qu'il n'y a pas de quoi plaisanter. Il parle de l'incident au restaurant et mentionne qu'Erika a disparu depuis plus de 24 heures. Son ami demande des nouvelles de Brandon et il lui dit qu'il a été suspendu et qu'un avocat pourrait potentiellement l'appeler d'ici quelques jours. C'est alors que l'oncle décide qu'il est temps de partir et Kyle insiste pour ramener l'homme chez lui. Mais Noah lui dit que ce n'est pas la peine. Pendant ce temps, la tante range quelques vêtements, mais les lumières de la pièce commencent à vaciller et elle ne s'aperçoit pas que son neveu lévite juste devant sa fenêtre, observant ses moindres mouvements. Elle descend pour ranger ses vêtements quand le détecteur de mouvement allume automatiquement les lumières extérieures. La femme essaie de voir ce qu'il y a dehors quand les lumières s'éteignent, mais elle est interrompue par quelqu'un qui frappe fort à la porte. C'est étrange, et elle s'approche lentement pour voir qui est là. Elle ouvre et voit Brandon qui lui rend visite tard dans la nuit. Le garçon la confronte sur le fait de dire au shérif ce qu'elle a appris, et il affirme qu'il ne la laissera pas faire, lui faisant comprendre qu'elle n'aimera pas ce qui se passera si elle le fait. Confuse, la tante lui dit que ça fait partie de son travail, et qu'il est en train de violer sa vie privée, en lui rendant visite tard dans la nuit. Mais elle ordonne au garçon de rentrer chez lui. C'est alors qu'elle ferme la porte et entend le détecteur qui indique une intrusion. Elle sort et pense que le dispositif est cassé. Mais c'est sa plus grosse erreur. Elle monte à l'étage et éteint la lumière de sa chambre sans se douter que Brandon a l'intention de la tuer. Avant qu'il ne puisse essayer, l'enfant entend son oncle rentrer du bar et l'homme trouve sa femme déjà endormie dans son lit. Il se rend dans la salle de bain et se brosse les dents sans se rendre compte que son neveu se cache juste derrière lui. Il remarque quelque chose derrière lui et entre dans le dressing où il trouve Brandon portant un masque effrayant. Il demande au gamin de rentrer chez lui immédiatement, sort avec lui et lui demande de monter dans son 4x4. Mais son neveu refuse. Furieux, il s'approche de Brandon quand soudain, celui-ci se retourne et envoie Noah valser contre la porte du garage. Il se relève, se rend compte que l'enfant n'est plus là et monte dans son 4x4 traversant les bois. Mais quelque chose s'écrase sur sa vitre. C'est alors que le véhicule s'arrête de fonctionner et Noah panique. Il est maintenant tout seul et cet enfant démoniaque se trouve sur son chemin. Brandon commence à léviter devant lui alors que Noah essaie de remettre son véhicule en marche. Mais il est trop tard.
Le 4x4 se renverse à la verticale et Noah perd le contrôle de son véhicule, flottant dans les airs avant que l'enfant ne le lâche brutalement, l'envoyant s'écraser sur le sol. Horriblement blessé, l'homme s'agrippe à sa mâchoire brisée et regarde Brandon. Il s'approche et enlève son masque, posant son doigt sur le visage ensanglanté de Noah. Puis, il inscrit son symbole sur la route. Ça fait 2 victimes de moins et il en reste 4. Ok, les parents laissent leur fils faire ce qu'il veut, sachant très bien qu'il s'agit d'un extraterrestre. Une femme a été tuée, et même si l'oncle taquine Brandon en disant qu'il pourrait être le tueur, le père continue de défendre le garçon. Ça n'a aucun sens. Les parents doivent cesser de défendre leur fils extraterrestre et commencer à trouver des moyens de se protéger et de protéger la ville contre lui. Non seulement ils mettent leur propre vie en danger, mais ils mettent aussi leur famille en danger en les faisant interagir quotidiennement avec lui sans les avertir que leur enfant lunatique et extraterrestre pourrait les tuer à tout moment. Les parents discutent généralement avec leur famille élargie de ce que leur enfant veut pour son anniversaire. Il est donc juste de penser que ce n'est pas un sujet habituel à aborder. Il s'agit d'une petite ville, et quelqu'un a été tué. Ils auraient dû au moins envisager la possibilité que leur fils en colère doté de capacités surhumaines pourrait être responsable. Au lieu de ça, ils sont sur le point de découvrir que l'oncle a payé les conséquences de leurs actes. Vu que les parents ne bougent pas, il y a d'autres éléments sur le site du meurtre de la mère de Kathleen que les flics pourraient utiliser comme indice pour découvrir que Brandon est bien son meurtrier. Tout d'abord, ce restaurant est un fast-food, et la plupart des fast-foods sont équipés de caméras. C'est pour des raisons de sécurité, mais aussi pour surveiller la circulation des clients. Après que la mère de Kathleen ait été aveuglée, on peut clairement voir Brandon debout à l'intérieur du fast-food avec un masque. Ça signifie qu'il a été filmé quand il est entré dans le restaurant. Même s'il portait un masque, il mesure à peine 1,50 m, ce qui limite le nombre de suspects que la police doit chercher. Ça rend aussi la relation entre Brandon et Kathleen encore plus pertinente au sujet de la mort de sa mère, comme le soupçonnait l'oncle. Les lumières vacillaient également tout au long du meurtre, ce qui signifie que Brandon n'a pas complètement coupé l'électricité du fast-food. Et à moins qu'il n'ait détruit les caméras au préalable, elles devaient être en parfait état de marche. Par ailleurs, juste avant que la mère de Kathleen ne meure, la dernière chose qu'elle a vue, c'est Brandon qui se jetait sur elle. Il la pousse avec ses mains pour l'attraper. Donc à moins que les aliens n'aient pas d'empreinte digitale, la police sera en mesure de l'identifier individuellement. Le dernier signe est que Brandon a dessiné ce symbole sur toutes les vitres du fast-food. On dirait les gribouillis d'un petit garçon. Mais la mère l'a déjà vu dessiner cette forme exacte. Laisser un symbole derrière soi est une marque de tueur en série. La police devrait donc rendre ce symbole public pour tenter d'identifier Brandon avant que le tueur ne frappe à nouveau. Il n'est pas rare dans les affaires de tueurs en série, comme le Zodiac par exemple, que la police divulgue certains détails de l'affaire si elle pense que le public peut l'aider. Une fois que la mère aura vu le symbole, elle ne pourra plus nier que son fils est le tueur. Pendant ce temps, la mère de Brandon appelle sa sœur pour lui demander où diable son fils a pu disparaître. C'est alors que le garçon entre dans la maison et que Tori se précipite pour le prendre dans ses bras, lui demandant où il était et pourquoi il ne porte pas de t-shirt. Le garçon leur dit qu'il a joué au foot jusque tard et que ses camarades de classe ont fini par déchirer son sweat. Il prétend que les autres enfants se sont ensuite moqués de lui parce que son sweat était déchiré. Alors il est rentré à la maison à pied et il s'excuse de ne pas les avoir appelés. Tori propose de laver son haut, mais le jeune homme refuse de le lui donner. Confus, les parents savent que Brandon ment, mais ils ne savent pas quoi faire de lui. Kyle admet qu'il aurait dû s'occuper de leur fils depuis longtemps, et il s'en va. Cette nuit-là, il commence à faire des cauchemars dans lesquels sa femme et lui essaient d'avoir un bébé. Il se lève et découvre une forêt qui le conduit à l'extérieur, et il appelle Tori. L'homme se dirige vers sa femme, quand soudain, elle se retourne et lui annonce qu'ils ont un petit garçon. Terrifié, il regarde le visage excité de Tori, soulève la couverture, et découvre un nouveau-né démoniaque qui lui tire dessus avec des lasers. Le lendemain, ils se rendent à la morgue où ils rencontrent la tante pour discuter de ce qui s'est passé avec son mari. Elle explique que les médecins ne veulent pas la laisser le voir et qu'ils pensent qu'il a dû braquer pour éviter un cerf, ce qui a sûrement provoqué son accident. Elle demande à Kyle si l'homme était saoul, mais il lui répond que son mari n'avait bu que quelques verres. C'est alors qu'elle mentionne que Brandon était chez eux tard dans la nuit et elle leur dit qu'elle est heureuse que le garçon aille bien. Ils ne comprennent pas pourquoi il a menti à ce sujet, mais le père se rend compte que l'enfant a pu être impliqué dans l'accident de voiture. Plus tard, ils confrontent leur fils à propos de ce qui s'est passé avec son oncle la nuit précédente, mentionnant qu'il est mort maintenant. Brandon ne fait aucun commentaire sur la situation, et les parents commencent à soupçonner que leur propre enfant pourrait être le coupable. Tori lui dit qu'ils seront toujours de son côté, et l'encourage à révéler tout ce qu'il pourrait savoir sur la mort de son oncle. Le garçon fait semblant de ne rien savoir, mais Kyle ne le croit pas et lui demande d'avouer tous ses mensonges. Brandon leur dit qu'il va monter, mais son père ne veut pas le laisser partir tant qu'il ne leur aura pas dit ce qui est réellement arrivé à Noah. Le garçon lui hurle dessus et pousse violemment son père contre le mur. Choqué, Tori le force à monter et regarde son mari. Mais celui-ci sait que Brandon cache quelque chose avec son suite. Kyle se précipite à l'étage pour vérifier la chambre de son fils, et il cherche le vêtement caché. En regardant derrière cette armoire, il le trouve couvert de taches de sang. Mais soudain, Brandon entre et son père fait semblant de s'excuser pour ce qui s'est passé en bas.
Il se précipite dans l'autre pièce avec Tori et lui montre le suite avec les taches de sang, expliquant que Brandon voulait le cacher parce qu'il était imbibé du sang de l'oncle. Tori se demande comment il aurait pu causer l'accident de voiture et elle lui reproche d'avoir bu avec Noah avant l'accident, affirmant que toute la situation est de la faute de son mari. Kyle insiste pour qu'il fasse quelque chose pour leur enfant, avant que d'autres personnes ne soient tuées. Mais Tori refuse de se ranger de son côté. Furieux, il lui dit que ce garçon n'est pas leur enfant, mais un monstre, et la femme quitte la pièce. Plus tard dans la journée, l'homme regarde de vieilles photos et pleure, frustré que les choses aient dégénéré de cette façon. En se rendant au lit avec sa femme, Kyle mentionne qu'il envisage d'emmener leur fils faire une partie de chasse à deux dans les bois pour qu'ils puissent arranger leur relation. Le lendemain matin, il prépare tout l'équipement pour l'excursion, et Tori embrasse son fils pour lui dire au revoir. Les garçons partent pour leur excursion dans les bois, mais elle est loin de se douter que ce sera la dernière fois qu'elle verra son mari. Ok, Kyle a enfin retrouvé ses esprits. Il sait que Brandon doit être le tueur, et que sa femme et lui risquent d'être tués par leur fils. Le petit garçon contrôle littéralement la maison, et même s'il n'était pas le tueur, sa force surnaturelle lui donne un contrôle total sur ses parents. Et c'est pas vraiment une façon de vivre pour des adultes. Kyle et Tori n'ont toujours pas appelé les autorités, parce qu'ils ont attendu tellement longtemps qu'ils craignent que ce soit trop tard. Au lieu de ça, Kyle a décidé de prendre les choses en main sans plus d'informations ni recherches, et c'est une idée très dangereuse. Le premier problème dans ce plan, c'est que Kyle devra compter sur le fait de ne pas énerver Brandon à nouveau. Le deuxième problème, c'est qu'il n'a jamais vu son fils se blesser auparavant. Pour autant qu'il le sache, Brandon est invincible, et il n'a aucune raison de croire qu'une balle le tuera. La femme ici sait que Brandon peut être blessé par le vaisseau spatial, mais elle ne l'a pas encore dit à Kyle. Ce dernier se retrouve donc dans une situation délicate. Ça signifie que Kyle doit cacher ses plans à sa femme parce qu'elle l'empêchera de tuer leur fils. Mais il doit aussi trouver un moyen de tuer Brandon, ce qui, comme on l'aurait espéré, le conduirait à son propre vaisseau spatial dans la grange. Il a déjà tout ce dont il a besoin. Il doit juste être informé qu'il en a besoin. Kyle est déjà parti faire du camping avec son fils, donc il ne va pas pouvoir le tuer dans son sommeil avec un objet tranchant provenant du vaisseau spatial. L'autre option plus dangereuse que Kyle pourrait essayer, c'est d'endormir le garçon avec du chloroforme. Bien qu'il sache que les objets externes sur cette planète ne peuvent pas percer la peau de son fils, il ne sait pas quels seront les effets si le garçon consomme de la fumée ou des gaz toxiques. Comme ça l'affecterait intérieurement et non extérieurement, les résultats pourraient être différents. Si ça fonctionne, ça signifierait que le garçon pourrait également être empoisonné. Le seul problème de ce plan, c'est que Kyle n'en connaît pas les effets à l'avance. S'il essaie d'endormir son fils, il se peut que ça ne fonctionne pas du tout, ou que l'effet soit retardé, ce qui donnerait au garçon l'occasion de riposter. C'est pourquoi Kyle a vraiment besoin d'entrer en contact avec quelqu'un dans cet univers qui a déjà eu affaire aux extraterrestres. Plus tard, le shérif se présente chez eux. Tori sort et le policier lui demande si Brandon est dans les parages. Il veut interroger le garçon sur un signe démoniaque qui a été laissé sur les lieux de l'accident. Tori fait semblant de ne pas savoir et le shérif lui dit que le BB pourrait signifier Brandon Breyer. Elle prétend ne toujours pas voir le lien et insiste pour que le shérif quitte sa propriété. Il accepte de partir mais promet qu'il reviendra. Elle se précipite dans la chambre de Brandon et trouve ce carnet caché sous son lit. En l'ouvrant, elle découvre des dessins sataniques terrifiants sur chaque page. Pendant ce temps, Kyle regarde son fils inspecter les traces. Il prend un fusil à lunettes et le pointe directement sur son propre enfant. Il tire une balle dans la tête de Brandon, mais ça n'a aucun effet sur l'enfant. Choqué, le garçon regarde son père qui charge une autre balle. C'est alors que Kyle se retourne et réalise que son fils n'est plus là. Terrifié, il court à travers la forêt avant d'être frappé puis jeté à terre. Il observe Brandon qui s'approche de lui et le supplie de le laisser partir. Mais le garçon tire avec les lasers de ses yeux et tue brutalement son propre père. Ça fait 3 victimes de moins et il en reste 3. Tori appelle son mari sur son portable et avoue qu'elle s'est trompée au sujet de leur fils. Mais c'est Brandon qui répond et il lui dit que Kyle n'est pas là. Terrifié, Tori demande à l'enfant où il se trouve et il répond qu'il est à la maison. Toujours au téléphone avec son fils, le toit se met soudain à trembler et elle se précipite à l'étage inférieur pendant que la maison est en train de s'écrouler. Ok, Tori est la dernière femme encore debout et elle doit faire croire à Brandon qu'elle est de son côté. Son mari vient d'essayer de tuer le garçon à l'aide d'une arme à feu. Et ça ne s'est pas passé comme prévu. Brandon est très émotif en ce moment, et tout peut arriver s'il ne se calme pas. Toutes les crises émotionnelles de Brandon ont cependant un point commun. Il était toujours en colère contre l'autre personne quand il s'en est pris à elle, que ce soit justifié ou non. Brandon a écrasé la main de Kathleen après qu'elle l'ait laissé tomber pendant le jeu de confiance à l'école. Et ce récent épisode est dû au fait que sa vie a été menacée. Chaque fois que Brandon est taquiné, défié ou menacé, il riposte. Tori doit donc faire semblant de vouloir protéger son fils, l'aider à grandir et mener à bien tous ses projets. Brandon est très intelligent. Elle devra donc donner une performance digne d'un Oscar. C'est vraiment sa seule option à ce stade. Et Tori ayant toujours soutenu Brandon, il ne devrait donc avoir aucune raison de croire qu'elle n'est pas sincère.
Brandon est dans une désillusion complète et il croit qu'il est supérieur à tout le monde. Alors essayer de flatter son ego est la bonne carte à jouer à ce stade. Le materner et lui dire qu'il a fait quelque chose de mal n'a pas fonctionné auparavant. Et ça n'a aucune raison de fonctionner maintenant. Ça met également la vie de Tori en danger puisque Brandon est déjà extrêmement énervé. Et si elle fait quoi que ce soit pour le contrarier, elle pourrait être la prochaine victime de la liste de Brandon qui ne cesse de s'allonger. Brandon est peut-être un monstre violent, mais c'est aussi un petit garçon. Alors si Tori lui dit qu'elle l'aime, ça ne devrait pas lui faire de mal non plus. Il pense peut-être déjà qu'il est spécial, mais son père vient d'essayer de le tuer. Alors l'aimer et l'accepter comme le monstre violent qu'il est pourrait l'écarter de sa piste jusqu'à ce que Tori puisse se ressaisir et tuer Brandon quand il s'y attendra le moins. L'avantage de ce plan, c'est que même si Kyle est mort, il a été laissé seul dans les bois par Brandon et ne sera probablement pas retrouvé avant plusieurs jours jusqu'à ce que d'autres campeurs passent. Ça donne à Tori la possibilité de trouver le bon moment pour tuer Brandon sur plusieurs jours au lieu d'avoir à l'affronter tout de suite. Même si Brandon est un extraterrestre, il doit dormir, et ce sera la meilleure chance pour Tori de le tuer. Tori sait aussi que le vaisseau spatial peut blesser Brandon. Elle peut donc s'éclipser pendant qu'il est à l'école et créer une arme à partir de ses pièces détachées pour faire ce qu'elle a à faire et mettre fin à la vie de Brandon, pour qu'il ne puisse plus faire de mal à personne dans la ville de Brightburn. Tori se cache sous l'îlot central de la cuisine et appelle le 911 alors que les choses se calment. Mais soudain, une rafale de vent traverse la fenêtre. La police arrive chez elle, l'appelle, puis ils entendent un grand bruit depuis l'extérieur. Elle sort en courant de la maison et voit le shérif se faire brutalement tuer sous ses yeux. Ça fait 4 victimes de moins et il en reste 2. La policière lui dit de monter à l'étage et elle demande des renforts tout en regardant autour d'elle, terrifiée. Elle avance doucement dans le couloir, aperçoit Brandon et appelle pour avoir plus d'informations sur le suspect à l'aide de sa radio. Tori entend tout ce qui se passe quand la policière se fait violemment jeter à travers la maison, puis tuer. Et ça nous fait 5 victimes de moins et il n'en reste qu'une. C'est alors qu'elle remarque le garçon qui entre dans la chambre. Et elle se couvre la bouche pour ne pas faire de bruit. Elle rampe dessous le lit et au moment où son fils revient, il ne réalise pas qu'elle est suspendue à la fenêtre du bâtiment. La femme lâche prise et atterrit sur le sol, se souvenant que le vaisseau a réussi à blesser son fils. Tori se précipite vers la grange pendant que sa maison est détruite et elle court directement vers la trappe. Elle l'ouvre et découvre un spectacle horrible. Choquée, elle arrache un morceau du vaisseau et ressort par la trappe. La femme appelle Brandon dans la grange et se retourne pour voir son fils. Elle s'approche plus près de lui enlève son masque et lui dit que c'est un bon garçon. Soudain, sa mère tente de le poignarder dans le dos, mais il l'arrête à la dernière seconde. Furieux, il s'envole à des milliers de kilomètres dans les airs avant de lâcher la femme dans le vide vers sa mort. Et ça fait 6 victimes de moins, et il reste le monde entier à conquérir. Plus tard, les médias rapportent qu'un avion s'est écrasé sur la maison de l'enfant sans en connaître la cause. Brandon, quant à lui, savoure son petit déjeuner, sachant qu'il vient de s'en tirer après une série de meurtres impitoyables. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu Brightburn, l'enfant du mal? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.